Et bonjour à tous et bienvenue sur la 7e illusion. Je suis votre hôte, je suis Sawyer et on se retrouve pour un gros épisode parce que vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature. On va parler aujourd'hui du nouveau film de Francis Ford Coppola après des années d'absence, Megalopolis, le film qui était très attendu, qui est passé par Cannes, qui a fait énormément parler de lui ces derniers mois, on peut le dire. Et je ne suis pas tout seul, je suis en trio puisque je suis avec le bûcheron du cinéma et Joe. Salut, salut. Salut! Voilà, est-ce que ça va les gars? Vous allez bien? Je C'est pensais l'automne, jamais mais de on ma parle vie d'un bon dire. film. On Ouais, se voilà. retrouve. Mais je pensais On va pas. avoir beaucoup Ouais. de choses à dire, hein, je pense. Hein. Enfin, Ouais. Mais je je sais pas pensais combien pas de temps va durer dire ce un film. jour dans ma vie, on va faire la critique d'un film de Francis Ford Coppola. Oh là Je là. pensais jamais Ah, dire ça un moi, jour j'en ai dans ma déjà vie. fait une pour le coup, parce que ça, on peut même faire de l'autopromo. Ah, c'est une Euh, rétro. on a parlé de coup de cœur avec Tutor You Way, du coup, la semaine dernière. Et là, du coup, on parle cette fois-ci de Megalopolis, qui est, je pense, le film de ce mois-ci qui intrigue le plus les gens. En fait, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre parce que, voilà, on va pas revenir 10 000 fois, mais si vous connaissez l'actualité, c'est un film qui a mis beaucoup de temps à arriver, qui est un rêve de Coppola depuis plus de 30 ans, je crois. Coppola a dû vendre certains de ses vignes et vendre son vin, etc., pour financer le film lui-même. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, les 120 millions de dollars, ils sortent de sa poche. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein, ouais. Mhm. Et donc voilà, donc c'est un film qui arrive après une longue attente, qui a eu des problèmes au tournage, on sait qu'il y a eu des problèmes avec les techniciens, les trucs ou quoi. Enfin, c'est un film qui a fait énormément parler de lui. Bon, il y a aussi des choses, voilà, où Coppola a eu des petits problèmes quand même, hein, où faut le mentionner quand même par rapport aux femmes, voilà, sur son Un vieux plateau. pépé, quoi. Un vieux Ouais, pépé voilà, c'est ça. cochon, quoi. C'est ça, mais c'est important de le préciser quand même, même Oui. après ce qu'on va dire Mhm. sur le film, je pense, dans notre critique. Mais voilà, le film est arrivé, il a sorti ses premières bandes annonces où pour le coup, il a fait beaucoup envie. Il est aussi passé par Cannes où le film s'est fait, wow, j'allais dire mitigé, mais il s'est fait globalement détruire. Hein. Franchement, on peut le dire. Je pense que le film a eu Mhm. un très mauvais accueil à Cannes. Beaucoup de gens ont dit que c'était un nanar, d'autres ont dit que c'était assez réussi et qu'il y avait de belles qualités ou quoi. Qu'est-ce que nous on en a pensé? On vous dira après. Mais d'abord, de quoi ça parle Mégalopolis? Et bien voici un petit synopsis pour vous remettre dans le contexte. Mégalopolis est une épopée romaine dans une Amérique moderne imaginaire en pleine décadence. La ville de New Rome doit absolument changer, ce qui crée un conflit majeur entre César Catalina, artiste de génie ayant le pouvoir d'arrêter le temps, et le maire archiconservateur Franklin Cicero. La fille du maire et jet-setteuse Julia Cicero, amoureuse de César Catalina, est tiraillée entre les deux hommes et devra découvrir ce qui lui semble meilleur pour l'avenir de l'humanité. Eh ben écoutez, je vais pas commencer, je vais vous laisser un petit peu commencer. Mais on va commencer par toi, Joe, parce que tu es le premier à l'avoir vu. Qu'est-ce que tu penses du cinéma de Coppola dans les grandes lignes, en quelques phrases? Et ensuite, qu'est-ce que tu as pensé dans les grandes lignes de Megalopolis, surtout que toi, tu l'as vu à Cannes? Ben oui, je l'ai vu à sa première à Cannes au Grand Théâtre Lumière, j'ai eu cette chance-là. Qu'est-ce que je pense de Coppola? La question pour mettre de la merde dès l'introduction. Je trouve que Apocalypse Now est un immense film, que Conversation secrète est un chef-d'œuvre, mais je conspire royalement le premier épisode du Parrain. Je n'ai pas vu le reste, mais à culpa. Vois le Et 2. je déteste également son Dracula. Et je trouve que Coup de cœur est bouleversant. Coup de cœur, c'est super. Enfin, moi, je trouve ça super. Ouais, Bon, on en c'est a incroyable, parlé. Coup de cœur, vraiment. Et Megalopolis, c'est un film que j'attendais avec une immense attente parce que c'est Francis Ford Coppola qui revient. Et comme l'a dit Adam dans notre vie de critique, on n'allait jamais imaginer parler du nouveau Francis Ford Coppola. Et c'est un film plus capsule temporelle que réelle épreuve de 2024. C'est un film qui réunit tout le cinéma de Coppola dans ses grands testaments qu'on aurait pu voir. Il renoue tout son cinéma, mais surtout, au lieu de renouer avec son cinéma, il renoue avec le cinéma avec un grand C en nous retraçant, comme à l'image de son Dracula, une histoire du cinéma selon Coppola où il s'incarne dans tous ses personnages. Il reprend des origines foraines du cinéma aux origines d'attractions qu'il pourrait avoir aujourd'hui. C'est assez bouleversant. Et en plus, ça laisse vague au futur, donc à Sofia Coppola, donc à une meilleure elle que lui. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, la vache? Mais bon, écoute. Adam, toi aussi, tu l'as vu, du coup, en présence de Coppola, d'ailleurs, je crois, parce que Et tu oui, au l'as vu en UGC Les première. Halles, Et mon premier public, ouais. Et pour le coup, je crois que toi, c'est particulier parce que c'est un réalisateur qui est cher à ton cœur. Donc, tu l'attendais beaucoup, mais qu'est-ce que tu en as pensé et qu'est-ce que tu penses généralement du cinéma de Coppola? Coppola, c'est un cinéaste, évidemment, quand on commence la cinéphilie, on s'approche très vite de Coppola. Et même, en fait, moi, Twixt, en fait, j'ai eu la chance de le voir en salle, donc son précédent long métrage.
C'était pas directement à sa sortie, je crois que c'était une ressortie ou quelque chose. C'était assez exceptionnel pour le coup, parce que c'est un film qui est pas très aimé, comme les derniers films Coppola d'ailleurs, et on va en reparler parce que c'est les films les plus proches, même si c'est moi qui les connais le plus pour le coup. Il y a un Je crois que j'ai tournant de toute quasiment façon, il y tout a un vu. tournant dans sa filmographie à Ah, partir mais d'un il y a, moment il y a donné. un tournant post Le Parrain 3, il y a eu un tournant chez Ouais. Coppola. Megalopolis, le projet de fou de presque 40 ans même, s'il a déjà pensé au tout début des années 80 et on pensait jamais que ça allait arriver. C'est arrivé, il l'a autofinancé lui-même. Et finalement, qu'est-ce que j'en pense? C'est un film sans âge. Voilà, en référence à L'Homme sans âge. C'est un film sans âge. Et en même temps, c'est un film qui parcourt tous les âges, qui est à la fois bloqué dans le passé, qui imagine des visions uniques, qui retrace l'histoire du cinéma, qui est obsolète, qui est nouveau. C'est un film vraiment très particulier. La sensation est très étrange. C'est très dur d'en parler, de débattre. Et en même temps, il y a beaucoup de choses à en dire. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, je vais pas dire il fera date dans l'histoire du cinéma, mais en tout cas, c'est un débat cinéphilique. Parce que peut-être que en fait, Megalopolis, et s'éloigne presque en fait du concept de réussite ou d'échec. Là où en fait on attendait le film comme la grande réussite, fresque Le Parrain, oubliez le Coppola du Parrain, et ben, il n'est plus là. Il n'est plus là, il a changé, il a évolué, il a vieilli aussi, on en reparlera, mais il a vieilli. Et c'est ça aussi qui participe à la beauté du film, c'est que Coppola est vieux, il le sait, il y a certains trucs qui sont, disons le terme, assez aberrants, d'autres qui sont magnifiques, et voilà. Je dirais pas que c'est un grand film malade, mais c'est un film qui va me rester ancré assez longtemps. Et bah écoute, du coup, c'est mon tour de parler de mon rapport à Coppola et de un peu de mon avis à l'emporte-pièce sur le film, surtout que je suis le dernier à l'avoir vu, je l'ai vu hier soir. Pour le contexte, on enregistre voilà, le jeudi. Et donc, je vais être un petit peu perdu, je pense. Mais déjà, mon rapport à Coppola, moi, c'est un réalisateur que j'admire beaucoup, que je trouve très intéressant. Alors, la confession, c'est que je suis un fake cinéphile, j'ai pas vu Apocalypse Now. Voilà, je suis désolé. Bon, après, Joe n'a pas vu le Parrain 2, donc tu vois, Bouh. est-ce que c'est pas un peu une balance, tu vois? Mais, mais voilà, écoute. Donc, globalement, je trouve que c'est un réalisateur exceptionnel, que ce soit la trilogie du Parrain, même le 3. Hein. Le 3 est quand même assez mal aimé, faut le dire. Et moi, c'est un Mm. film que je défends parce que c'est un film que je trouve vraiment intéressant par rapport à ce qu'il dit sur l'héritage ou quoi. Je pense qu'on reparlera aussi d'héritage quand on abordera en détail Megalopolis. Et pour moi, il y a un vrai tournant en fait aussi. C'est que bah, j'adore des films comme Les Outsiders, comme des films comme ça qui sont vachement intéressants. Et pour moi, il y a un vrai tournant à partir de Coup de cœur, justement, dont on a parlé la semaine dernière, et qui est un film vraiment qui est bah, donc un film où on a dit qu'il a dépassé son budget, qui a eu plein de galères de production, qui s'est fait détruire à sa sortie, hein, je crois, autant commercialement que dans la critique. Oui. Donc, c'est un film qui a eu des gros problèmes pour le coup, mais moi je trouve que c'est un film qui est assez magnifique, on en a parlé dans l'intro. Mais voilà, pour moi, il y a un vrai truc où je pense qu'après avoir fait des chefs-d'œuvre et des films qui étaient, alors c'est pas qu'il les aimait pas, hein, je pense qu'il les adore, mais qui étaient globalement safe, tu vois, où on savait que c'était des films qui allaient marcher, que ce soit Le Parrain 2 ou quoi. Le Parrain, faut le dire, d'ailleurs, en ce moment, je regarde la série The Offer sur la création du Parrain, qui est pas mal du tout d'ailleurs. Ils savaient globalement que ça allait bien marcher s'ils jouaient bien leurs cartes, parce que Le Parrain, c'est un roman qui s'est extrêmement bien vendu, donc ils se sont dit si la moitié des gens viennent voir Le Parrain en salle, ça va globalement bien marcher. Donc voilà, en fait, c'était des bases assez solides pour être des succès. Et à partir de Coup de cœur, je trouve que chaque film est une partie de poker, c'est-à-dire qu'on sait jamais si le film va se planter ou pas, mais il fait des films pour lui. C'est-à-dire que pour moi, quand il fait Megalopolis, d'ailleurs, on l'a pas encore vu parce que le film n'est pas sorti encore aux États-Unis, mais je crois qu'il fait les pires scores de prévente en termes de tickets ou quoi. Enfin, c'est désastreux. Mais je pense que Coppola, il s'en fout parce qu'il sait que ça va pas marcher. Enfin, moi, je pense que c'est ma théorie, mais je pense qu'il sait que ça va pas marcher. Il veut juste que voir les gens réagir à son film. Et moi, je vais démarrer mon avis sur le film, sur un truc qui lui a été beaucoup reproché. C'est qu'on a reproché plein de trucs à ce film. Certains à raison, certains sont à tort ou quoi. Mais on a reproché au film d'être un film, parfois, une expression que je déteste pour le coup, mais qui est un film de vieux monsieur qui a plus rien à raconter. Et je ne pourrais pas être moins en accord avec ce truc-là, parce que si Megalopolis n'est pas une chose, c'est un film qui ne raconte rien pour le coup, parce que c'est un film limite qui raconte presque trop de choses, mais c'est le film de tous les contrastes. C'est-à-dire que c'est un film qui va parfois être magnifique visuellement, qui va avoir des idées visuelles, mais qui sont à tomber par terre. Et qui va avoir aussi des trucs, mais très laids en fait, mais numériques, vraiment laids.
qui va avoir des acteurs qui vont parfois jouer, mais on dirait du nanar des fois quand ils jouent, mais en même temps, d'une scène à l'autre, qui vont être d'une poésie incroyable. Et c'est un espèce de film expérimental qui est complètement fou. C'est un vrai film malade pour le coup. Souvent on parle de film malade. Ça, c'est un film malade, mais en fait, c'est un film sur lequel je pourrais être sévère en fait s'il était sorti dans un autre contexte ou quoi. Mais en fait, à l'heure actuelle, où Hollywood n'est que des productions industrielles en fait qui ont pas d'âme, qui semblent se moquer de plus en plus de l'art en fait, et qui semblent de plus en plus fades en fait. Pour moi, c'est un film qui transpire le cinéma, en fait, qui transpire des idées, des envies de raconter. Et c'est ce que tu as dit, Joe, dans l'intrigue, je voulais en parler après, justement. Mais c'est que c'est tous les personnages. C'est à la fois ce personnage d'Adam Driver, qui est jeune, qui a des idées, etc. Et en même temps, le personnage de Giancarlo Esposito, qui ne comprend pas ce truc-là et qui essaye d'aller de l'avant. Et pour moi, d'ailleurs, le personnage de Giancarlo Esposito, c'est le plus intéressant de tout le récit. Notamment, moi, je trouve qu'il y a une scène à la fin qui est très émouvante, en fait, avec lui et sa femme. Enfin, voilà, je trouve que c'est un film qui va partout, qui a plein de problèmes. Que ce soit dans l'écriture, il y a des personnages en trop, il y a des trucs ou quoi. Mais en fait, c'est un film sincère, en fait. Et c'est un film qui va au-delà, en fait, limite. C'est pour ça que je l'ai même pas noté, en fait. Parce que c'est un film qui va au-delà de la note. Parce que je pense que c'est un film où on a besoin de se poser, en fait. Et dans 10 ans, il faut qu'on en reparle. Parce que c'est probablement le film le plus maladroit, mais le plus passionnant de l'année. Donc voilà, ça c'est vraiment, je suis perdu, en fait. Parce que voilà, je l'ai même pas vu il y a 24 heures. Donc je suis vraiment perdu. Ça va vraiment partir dans tous les sens. Je pense que vous allez avoir un avis beaucoup plus posé dessus. Moi, j'ai encore besoin d'y réfléchir, mais moi, j'invite les gens à regarder ce film parce que qu'ils le détestent ou qu'ils l'adorent, c'est pas un film qui laisse indifférent en fait. C'est un film qui a 4000 idées et moi, je peux pas défoncer un film en fait qui est aussi généreux quand bien même il fait plein d'erreurs. Mais écoute, euh, Joe, du coup, justement, tu nous parlais des personnages et de leur développement. Est-ce que tu veux commencer à parler un petit peu de l'écriture et des personnages? Bah, c'est pas tant un film à l'écriture qu'un film monde. On en parlait avec Adam quand on l'a revu, parce que pour le coup, j'ai vu 4 fois le film. C'est un cinéma monde. Chaque personnage a sa propre intrigue et quasiment chaque personnage est d'un film différent. D'un grand film politique avec, désolé, mais je défendrai corps et âme le personnage de Shia LaBeouf, qui est un personnage en roue libre, mais qui raconte ce personnage et qui incarne l'Amérique, cette Amérique bordélique, quasiment maintenant Amérique trumpienne Mais c'est de une 2024. littérature de C'est Trump, hein. Trump et c'est même Hitler par certains moments. Bah, il y a d'ailleurs une scène d'archives, voilà, dont on parlera en spoiler, mais ouais. Bah, évidemment, c'est quand ce peuple veut se rebeller et malheureusement, ce peuple part vers le fascisme. Bah, et Et d'un d'ailleurs, non, autre mais il y a côté, un... ce personnage d'Adam Driver qui est le Coppola expérimentateur sur sa table de montage, expérimentant sur ce mégalon qui serait quasiment une nouvelle forme de pellicule filmique. C'est vrai. Mais pour moi, le personnage le plus intéressant, c'est celui de Giancarlo Esposito. Parce que justement, Oui. c'est ce personnage qui refuse d'aller de l'avant et qui, bah voilà, il a une évolution que je trouve vraiment intéressante et même très touchante, en fait. Et c'est vraiment le personnage qui représente le mieux le film. C'est-à-dire que c'est un personnage bordélique qui a aussi des trucs de motivation ou des fois qui sont incompréhensibles. Il y a des fois, on te pose certains dilemmes ou quoi. Je sais pas si vous voyez le dilemme. Il y a un moment donné, un dilemme que pose le personnage de Giancarlo Esposito à Adam Driver. Et c'est un truc on comprend pas trop comment il est résolu, en fait. Même le film a des trucs de montage qui sont très bordéliques en fait parfois. Et c'est un film qui est un bordel monstre, mais où il faut piocher justement des choses qui sont complètement fascinantes en fait. Et le film peut enchaîner, je trouve, une scène d'une agressivité et d'une lourdeur folle avec une scène d'une poésie dingue en fait. Je pense notamment à une scène qui est pour moi la meilleure scène du film. Et voilà, je trouve que c'est un film qui pour le coup est passionnant à ce niveau-là. Mais écoute, Adam, je te laisse rebondir sur ce qu'a dit. C'est totalement ça. De toute façon, on était tombé d'accord là-dessus. C'est un cinéma monde. Et même, en fait, c'est pas pour rien. Parce que moi, beaucoup de lieux du film vont s'opérer sur des chapiteaux, sur des cirques, dans des tours. Et c'est pas pour rien. Évidemment, le cirque, la fête foraine, là où est un peu. C'est là qu'est né le cinéma. C'est là qu'a eu lieu la première projection cinématographique. Et en même temps, aussi, c'est un film qui va citer Shakespeare, qui va citer Marc Aurèle, qui va citer littéralement Sophocle dans une scène de meurtre dont on parlera, tentative de meurtre qu'on parlera en partie spoiler, qui est Oedipe roi, littéralement. C'est vraiment ça. Et en fait, ce que Coppola va beaucoup plus loin que son Dracula. Je sais qu'on peut avoir du mal avec son Dracula. C'est un film qui est ultra excentrique, qui va dans tous les sens. C'est un film bouffi. Et même d'ailleurs, le jeu d'acteur se retrouve pas mal dedans. Et C'est encore, épuisant hein, d'ailleurs Dracula, hein. Mais comme Megalopolis, c'est épuisant tellement il y a Et des ce n'est comme, pas Sophocle.
c'est sa faute. Moi, je suis pas d'accord, mais c'est vrai qu'il y a un parallèle à créer avec Dracula pour le coup, t'as raison. Et parce que il y a une scène dans son Dracula, en fait, où Dracula va regarder une projection du cinématographe. Et même d'ailleurs, en fait, si vous lisez le film, c'est l'histoire du cinéma vampire. Et même là, en fait, Megalopolis, c'est un projet qui a mûri pendant plus de 40 ans. Donc, je pense qu'en fait, à un moment, en fait, c'est comme le disait Joe, et je suis entièrement d'accord. En fait, c'est pas un film à scénario, c'est un film à images. Ce sont des images qui défilent. Ce sont des images, c'est un collage d'images. Mais Voilà, hommage à c'est un truc presque expérimental. mais c'est totalement expérimental. Il tente des choses. Une vision triptyque dont on parlait aussi de Joe. Là où en fait, il commence à construire son monde. On voit des croquis, des fresques, et puis après, qui devient un triptyque à la Abel Gans. Il n'y a que Abel Gans qui a utilisé la vision triptyque au cinéma, et Coppola le réutilise. Et on sait qu'il est très fan d'Abel Gans. Non. Ça, on le sait très bien. Abel Gans n'est pas le seul. Mais en tout cas, c'est une vision qui n'a pas été utilisée tant de fois que ça, le triptyque, l'image triptyque. Alors non, l'image triptyque n'a pas été uniquement liée à Abel Gans, mais tu oublies que Lars von Trier l'utilise aussi pour le basculement de Nymphomaniac. Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps et que la société du travail en ordre chez Tom Moore ne s'exprime qu'en triptyque. C'est vrai. Mais c'est là aussi où naissent les mondes. Là où prend forme Megalopolis, la cité de ses rêves. Pour le coup, c'est vraiment la cité des rêves, quoi. Et c'est en ça aussi que c'est fascinant. Même le personnage de César, qui est littéralement un autoportrait de Coppola, disons-le clairement. Oui. Cet architecte, et même en plus, on sait que il a filmé des architectes dans son cinéma. Mais d'ailleurs, il vient de perdre sa femme, et il y a toute une histoire par rapport à ça et par rapport à la muse, l'inspiration, etc., qui va être créée aussi. Avec le personnage de Nathalie Emmanuel, sa femme a toujours été très présente durant la création de ses films. Et même, en fait, c'est fascinant parce qu'il y a presque une lecture qui peut être liée avec Twix, qui était son film précédent, qui est un film qui affrontait la mort, qui utilisait le vampire non pas comme un symbole de mort, mais un symbole de renaissance. Et là, c'est comme si c'était une sorte d'après, où le personnage de Baltimore, du coup, qui était interprété par Val Kilmer dans Twixt, et qui là, en fait, est revenu à la vie, est devenu ce César qui va bâtir, du coup, son imaginaire, parce qu'il est auteur dans Twixt, c'est un auteur, mais aussi un enquêteur. Et c'est ça aussi qui est fascinant. Et même aussi, du coup, la naissance du coup d'un fascisme, d'un monde qui est en train de basculer sur lui-même, et c'est des conspirations shakespeariennes dans tous les sens. Et même d'ailleurs, il y a presque en fait de la comédie qui relève du Bard, parce que aussi il a écrit des comédies sur son époque. Et on peut ne pas aimer cette idée que justement en fait les jeux les jeux d'acteurs basculent, ils jouent pas dans le même film, mais en même temps c'est tellement fascinant. Mais Adam Driver, c'est vertigineux, hein. Il y a des scènes où il est vraiment il peut être quasiment bouffi, mais après, et en même temps en réflexion, quoi. Ça c'est vachement intéressant ce que tu disais sur le jeu et le truc comique des personnages. C'est que le film s'appelle Megalopolis, une fable, en fait. Et c'est vrai que il a appelé une fable aussi parce que pour moi le film est aussi un film, ce que vous avez dit sur le film Monde, mais où les personnages gravitent autour, en fait. C'est ça qui est vachement intéressant, c'est que c'est des personnages qui sont tous autour, qui soient comiques, qui soient dramatiques. Il y a des personnages qui font 2 minutes dans le film. On parlera de Dustin Hoffman dans la partie spoiler. Mais voilà. Et d'ailleurs, je crois que le personnage de Dustin Hoffman devait être interprété par James Caan à la base. Oui. Et donc voilà. C'est que tout n'est pas réussi, tout est bordélique, en fait. C'est ça le gros problème du film. C'est que c'est un fourre-tout d'idées, en fait. Il y a de tout. Il y a du comique, il y a du dramatique, en fait. Mais il y a des scènes émouvantes, il y a des scènes pathétiques. Et du coup, tout est réussi avec plus ou moins, enfin, tout est fait avec plus ou moins de réussite. Il y a des trucs qui sont très ratés, il y a des trucs qui sont très réussis. Il y a des arcs de personnages qui ne mènent nulle part. Il y en a qui, tu ne comprends pas où ils vont, en fait. Enfin, vraiment. Mais dedans, en fait, tu vois toutes les idées qu'il a voulu mettre et tout ce qui transpire, en fait, son envie. En fait, t'as vraiment quelqu'un qui veut communiquer et qui veut te présenter ce nouveau monde, en fait. C'est presque une nouvelle vision de ce qu'il imagine être son cinéma, en fait, et son art. Et comme ce personnage de Adam Driver, justement, il y a une vraie volonté autour de ça, et c'est ce qui rend le film super émouvant, en fait. Et je trouve que notamment le personnage d'Adam Driver
et très émouvant. En fait, il y a des scènes avec Nathalie Emmanuel où en plus je trouve que les deux comédiens ont vachement d'alchimie. Et moi, il y a une scène que je trouvais être la meilleure scène du film où le personnage de Adam Driver va chez le fleuriste. Voilà, on va pas donner trop de détails. Et je trouve que cette scène, en termes de luminosité, en termes de ce qu'elle raconte, en termes de couleurs, de photographie, de décor, ça pour le coup c'est majestueux. Et là pour le coup, t'as un vrai chef-d'œuvre. Et en même temps, c'est un film malade. C'est ça qui est passionnant. Et c'est pour ça que c'est un film qui limite va au-delà en fait de la simple critique, parce que c'est un film qui est plus grand en fait que en fait le truc de la critique. Ça veut pas dire qu'il est bien, ça veut pas dire qu'il est très bien non plus, parce que vraiment moi j'ai du mal à avoir un avis sur le film. En fait, c'est la première fois que ça arrive, mais c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Et vous l'avez dit, les personnages sont intéressants. Le personnage de justement Shia LaBeouf est intéressant par rapport à ce qu'il raconte sur Trump, mais inabouti. En fait, c'est ça aussi mon problème avec lui, c'est qu'il est assez inabouti. Il pompe un peu le temps des autres personnages, mais en même temps, la conclusion de ce personnage-là est intéressante, parce que tu t'attends à une autre conclusion avec un espèce de face-à-face. C'est pas ce qu'on te donne. Moi, j'en étais un peu frustré au début, et en même temps, il y a quelque chose de logique, en fait, par rapport à ça, et par rapport à ce que représente le personnage, et ce que représente le personnage qui est lié à la fin de son destin, à son destin, en fait, tout court. Et donc, moi, je trouve le personnage vachement intéressant là-dessus. Et voilà, tu vois, il est vraiment caractérisé, enfin, il est symptomatique du film. C'est-à-dire que c'est des personnages qui sont parfois inaboutis, mais toujours fascinants, en fait. Et c'est un film, et pour le coup, je pense que là, on va parler un petit peu de production design, de photos, et même de décor. Et là, pour le coup, je trouve que c'est un film qui a tombé par terre, et en même temps, sur certains effets spéciaux, qui est un peu laid. Et en fait, c'est ça qui est passionnant avec le film. Oui, mais à l'image du coup de la reconstruction corporelle du mégalon, pour pas spoiler. Parce que à deux endroits du film, vous allez voir le mégalon reconstruire du corps. Et c'est Coppola. Megalopolis est un film autoréflexif sur Coppola qui veut monter Megalopolis. Et pourquoi justement tu n'as pas de duel Shia LaBeouf contre Adam Driver, même si ça aurait été une super scène? C'est qu'à la fin, il ouvre la boîte de Pandore et que Megalopolis sort en salle. Oui, Donc oui, à oui, c'est partir de vrai. ce Oui. moment-là, les différends des Oui. deux personnages ne peuvent que s'évaporer. Ouais, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu attends toujours une confrontation entre les personnages, que ce soit Adam Driver ou Shia LaBeouf, ou même Giancarlo Esposito et Adam Driver, mais si tu l'as un peu plus celle-ci, pour moi, il y a jamais vraiment une confrontation parce que ces personnages s'embrassent, parce que ces personnages sont des représentations de Coppola, et donc que c'est Coppola qui essaye de les faire coexister, quand bien même parfois les acteurs ne jouent pas dans le même film, et c'est ce qui fait que c'est un film malade mais grandiose en fait. Et en fait, même là, tu vois, je ne saurais pas où le situer, je saurais même pas situer mon avis, parce que c'est un film, pour parler un peu des effets spéciaux et des décors, il y a des effets spéciaux, notamment sur un discours d'Adam Driver, qui est laid, mais vraiment, la Je suis pas projection d'accord. d'Adam... Ah, moi, je trouve que la projection Ouais. d'Adam Driver sur la fin est vraiment laide, vraiment. Enfin, sur le discours, là, je trouve que vraiment, c'est un effet spécial laid. Et en même temps, il y a des effets spéciaux par rapport à une bouteille, par rapport à l'arrêt du temps, justement. Il y a une scène, moi, que je trouve magnifique sur l'Empire State Building, ou le Chrysler, je sais plus, mais un des deux, avec justement le personnage de Nathalie Emmanuel et celui d'Adam Driver. Et voilà, il y a un vrai amour en fait dans ces effets spéciaux, qu'ils soient laids ou non, ou qu'ils soient magnifiques. Moi, je trouve que les statues, par exemple, c'est magnifique, les statues qui tombent, c'est dans la bande-annonce pour le coup, c'est pas un spoiler. Mais voilà, et il y a un espèce de contraste. Et par contre, moi, je lui donnerais une vraie qualité, parce que là, à chaque fois, je dis que on sait jamais sur quel pied pencher, mais c'est pour ça que c'est un film fascinant. Il y a un truc où, pour le coup, je suis convaincu que il a réussi super bien pour le coup cet aspect-là, c'est d'écrire sa société. C'est-à-dire que souvent, on nous décrit une société, en fait, et on nous décrit justement le personnage qui vit dans la société, et moins la société, parce que c'est une société, entre guillemets, dystopique, qui veut devenir utopique. Donc, pour le coup, le film s'intéresse vachement à la question de dystopie et d'utopie. Et souvent, le piège, en fait, des films de dystopie ou autres, c'est qu'on s'intéresse au personnage principal et pas vraiment à la ville qui l'entoure. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les personnages sont parfois sous-développés, il y a des problèmes de personnages, quand bien même ils sont assez magnifiques sur certaines scènes. Mais par contre, la société est vraiment bien développée. Tu vois, justement, il y a un contraste. Il l'a pas fait trop futuriste non plus, parce qu'il y a des trucs qui ressemblent à notre société, qui font même plus vieux que ça. Bah, c'est pas pour rien que ce soit César Cicérus et que la ville s'appelle New Rome. Donc, il joue entre le passé, le présent et le futur. Et il y a un vrai contraste entre justement ce qu'est cette ville, ce qui était avant cette ville et ce qu'elle peut devenir. Et pour le coup, le film maîtrise parfaitement bien ça. Mais écoute, je lance Adam sur écoute, les décors, les effets spéciaux, etc. Qu'est-ce que tu en as pensé globalement? En fait, mais justement, c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'il joue entre le passé, le présent et le futur. Et c'est que, en fait, on sait que les sociétés se sont bâties l'une sur l'autre.
Et ce qui est génial dans Megalopolis, c'est que, évidemment, il y a des personnages qui s'appellent César, Cicéro, même son nom de famille, c'est Catilina. Ce sont des noms anciens. Et pourtant, il y a aussi cette architecture qui est très proche de la nôtre. Et en même temps, il y a une scène géniale, bouffie, qui se passe dans un stade grec où il y a une représentation, c'est littéralement baignure, c'est tout ça. Et en fait, ce qui est génial, c'est retracer l'histoire de création de société, de l'art, de tellement de choses. Et en fait, ce sont des choses qui s'imbriquent en même temps. Bon, le plan est dans la bande-annonce, donc je le spoil pas, mais il y a, je dis pas ce qui va en retourner tout de suite, mais on voit un satellite de l'URSS, par exemple. Alors que le film, en soi, il serait beaucoup plus proche du système politique qu'on a actuellement. Et pour autant, les statuts politiques on fait que s'imbriquer l'un sur l'autre. Et c'est ça qui est génial, c'est retracer. En fait, toute l'histoire de l'humanité est présente dans le film. Et même les effets spéciaux. En fait, la projection d'Adam Driver, je suis pas d'accord. Parce que je pense pas que peut-être Joe sera pas d'accord avec moi, mais c'est une impression sur un décor. Et pour moi, en fait, Coppola a beaucoup cité le cinéma muet dans sa filmographie, le cinéma des origines. Et en fait, c'est un plan qui est d'une beauté renversante. C'est Métropolis de Fritz Lang aussi à des moments. Notamment, moi, il y avait justement en fait cette image où au début du film, il y a Nathalie Emmanuel qui va à une fête. Et en fait, on voit les gamins qui regardent et ce qui se passe et tout ça. Et on voit déjà que cette société, elle a une fracture sociale entre la richesse et la pauvreté. Et Metropolis, c'est comme ça aussi que le film de Fritz Lang a été construit. C'est sur deux échelles sociaux, des riches, des pauvres. Et c'est en fait de l'échelle sociale plus bas que naît justement aussi le basculement du fascisme aussi. Et c'est en ça que Megalopolis est un film très brillant. Et comme tu l'as très bien dit, c'est qu'il sait raconter une société. Et comment est-ce qu'elle a évolué, comment est-ce qu'elle s'est transformée. Ben en fait, ce sont des choses qui se sont imbriquées l'une sur l'autre. Et je pense que Joe voudra rebondir sur ce que j'ai dit. Et je vais rebondir parce que du coup, j'ai eu la chance d'assister à une masterclass de Francis Ford Coppola où il en parlait justement. Et je suis assez d'accord avec son analyse. Mégalopolis, c'est l'Empire romain parce que c'est l'Empire qui a passionné et qui s'est bâti toutes les routes autour de lui. Pourquoi il se passe aux US? Parce que le capitalisme a fait basculer l'Empire romain aux US. Et que pour lui, la société du coup actuelle est un nouvel empire, mais du coup cet empire c'est l'Empire State Building. Et je trouve du coup ces projections passionnantes parce que tu parles de Métropolis de Fritz Lang, évidemment immense chef-d'œuvre, et oui, mais bien avant Métropolis, c'est la caverne de Platon. Aussi, oui. Ces gamins dans une fête, ils ne regardent pas la fête, ils regardent des projections de cette fête. Les journalistes invités au mariage ne demandent pas comment se passe la vie de la caste bourgeoise, ils en demandent des projections, ils demandent des odeurs. Comment vous faites pour ressembler à ça ou préférez-vous se sentir comme ça? Ils essayent juste de s'orienter sans voir les personnes. Et ici, César Caesar Catalina, dans son ultime discours, décide de montrer justement au peuple la vue. Le cinéma naît sur le dernier discours de César Catalina. Il se montre lui et se projette derrière pour montrer qu'il n'y a plus aucune faille. Le cinéma est né, le monde est né, vous pouvez le voir maintenant. C'est beau, c'est Métropolis de Fritz Lang, c'est le discours de Mélenchon à Lyon, je ne sais pas ce que vous faites avec. Mais vous pouvez désormais voir et entendre la vérité. Tu veux enchaîner ou j'y vais? Parce que je pense qu'on a encore. Oh, vas-y, je t'en prie. Ok. Mais oui, effectivement, pour le coup. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'est le passé, le présent et le futur. Parce que pour moi, tu disais, oublier le Coppola du parrain. Oui, mais en fait, pour moi, il essaie justement de convoquer toutes ces figures, en fait. C'est-à-dire que, d'ailleurs, tous les personnages ont parfois des âges différents. Tu vas avoir vraiment, c'est vraiment un casting homogène, hein, jusqu'il y a même des bébés dans le film. Mais voilà, pour moi, il y a vraiment, chaque personnage le représente, donc chaque personnage doit être lui, et chaque époque le représente aussi. C'est-à-dire que il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur, justement. Donc, ce qu'il veut devenir, parce qu'on sait qu'il veut pas arrêter de faire des films, d'ailleurs. Il y a le présent, en fait, donc ce qu'il représente actuellement, en fait, dans l'air. C'est-à-dire quelqu'un qui enchaîne flop sur flop, mais qui se décourage pas et qui continue de faire des films qu'il aime. Et le passé, du coup, évidemment, où le réalisateur, justement, s'est bâti grâce au passé, grâce au parrain et grâce à Apocalypse Now, etc. Donc, ça, c'est assez intéressant. Pour moi, je trouve que c'est justement ça qui est assez symptomatique du film.
c'est que c'est à la fois un film. En fait, moi, je trouve que pour le coup, c'est pour ça que je vais revenir là-dessus, c'est que on lui a souvent reproché que c'était un film qui n'avait rien à raconter. C'est faux. C'est un film qui a justement trop à raconter. C'est un film qui déborde d'idées et qui va jamais les lâcher et au point où littéralement presque faire une overdose. Mais c'est un film qui va rester en fait parce que c'est un film qui est tellement dense et où on pourrait faire limite une émission de 3 heures dessus. Parce que chaque truc peut être analysé. Par exemple, la scène, on peut s'attarder sur cette scène-là parce qu'elle est très présente dans les bandes annonces. Après, je pense qu'on partira en spoiler parce qu'on a beaucoup de choses à dire aussi. Mais la scène du Colisée de Rome avec les combats, etc. C'est une grande scène limite, mais elle peut enchaîner des trucs grotesques, des trucs intéressants, des trucs psychédéliques comme des trucs très terre à terre. Et pour moi, elle est représentative du film. En fait, c'est Coppola qui expérimente tous ces trucs. Et en fait, qu'on soit ou pas fan du résultat, il y a une espèce de tentative qui est tellement folle et tellement barrée que je pense que les gens n'ont jamais vu ça avant. En fait, c'est un espèce d'objet de cinéma complètement vertigineux. En fait, et cette scène le représente bien. En fait, c'est cette scène du Colisée, justement, qui est assez extraordinaire. Comme on l'a dit, c'est bouffi. C'est aussi les arts, les arts de la performance qui se rencontrent. C'est une Taylor Swift qui se met à chanter. C'est assez incroyable. En plus, il avait dit que une des 100 aspirations de Megalopolis, c'était vraiment Taylor Swift. Il l'avait dit, de les artistes les plus influents du siècle présents dans Megalopolis, et dans cette séquence-là, il y a William Wyler et Taylor Swift. Voilà, c'est juste ça, c'est assez incroyable. Et c'est-à-dire que, et même aussi cette scène du Colisée, en fait, elle résume très bien ce qu'est en fait, il y a tout le film imbriqué dedans, en même temps. Et c'est pour ça aussi que je parlais de collage d'images, parce qu'on colle une exploration de la folie ou ce plan circulaire qui se met à tourner autour d'un driver et qui se duplique avec un effet spécial absolument génial. Et en même temps, on a des plans très significatifs sur le personnage notamment de Wu Platinium, qui est génialement interprété par Aubrey Plaza, mais qui est un personnage femme fatale, assez désuet en même temps, et qui ramène certes aux origines de ce type de personnage. Et c'est en ça aussi que c'est un film qui est peut-être hors du temps ou un film sans âge, ça dépendra pour certains, mais pas un film désuet, hein, on vous voit venir tout de suite. Non, mais c'est... Mais ce sera jamais un film désuet, parce que WoW Platinum et Julia Cicéron, ça remonte à ce que c'est l'origine du théâtre antique grec. C'est Aphrodite et Clio, c'est la muse et la pute. C'est toujours vraiment une vraie clivage entre ces deux personnages féminins, une perverse et une inspirant l'art. Coppola ici ne fait que reprendre ce trope-là. Ce ne sera jamais un film misogyne. Du coup, je pense qu'on peut passer en partie spoiler et j'aimerais vous lancer déjà du coup sur ce qu'on a dit par rapport à Coppola et sa femme, donc Eleanor, je crois, qui est décédée. D'ailleurs, le film lui est dédié. Justement, j'aimerais vous lancer là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a ce rapport avec la muse, etc., dont vous avez parlé, mais aussi même sa femme qui est décédée, ce qui est assez triste parce que il savait pas à l'époque où il tournait le film. Mais il y a un truc par rapport au décès, au deuil et au fait de ne plus vouloir créer, en fait, et justement quand il trouve cette nouvelle femme, il y a une volonté de créer, en fait, il y a une inspiration en fait qui est vachement intéressante par rapport à ça dans le long métrage. Oui, totalement, parce qu'il y a la scène du coup qu'on disait où il y a les statues qui s'effondrent. C'est une exploration assez magnifique du deuil, qui est là pour le coup. Là, je vais revenir sur Twix parce que parce qu'en fait, on remplace la forêt par du coup les restes du coup d'une partie de New Rome qui est en train de s'effondrer avec ces statues. D'ailleurs, effet assez génial. Et aussi cette fameuse boutique de fleurs où du coup César se rend, achète du coup un bouquet de fleurs et du coup se rend sur le lit mort. Et d'ailleurs, il y a toute une sous-intrigue par rapport à ça dans le film. Et c'est assez génial parce qu'en plus, du coup, moi, le personnage du coup de Julia se met à le suivre parce qu'elle est fascinée par ce personnage. Mais c'est qui ce César qui va créer cette ville géniale? Et il y a du coup un enchaînement de chant contre chant assez sublime. On voit Adam Driver qui est en train de prendre soin des cheveux de sa femme. Et en fait, il n'y a que lui qui peut l'avoir. Et c'est ça qui est fascinant aussi. C'est qu'on disait que c'était un autoportrait Coppola. Et aussi, on sait que Coppola a toujours été obstiné par le passé
d'ailleurs, Megalopolis, c'est un film du passé, du présent et du futur. Mais aussi, il a toujours tenté de garder en vie ses œuvres en les reconstruisant, en les réajustant aussi. Il y a 3 versions d'Apocalypse Now, il y a 2 versions du Parrain 3. Voilà, quoi, il y a 10 000 versions de ces films aussi, et ça peut être un écho à ça. Que, en fait, c'est sur les bâtisses de la destruction, parce que si sa carrière a été très compliquée aussi à Coppola, ça on le sait, il a eu beaucoup de problèmes de financement, même de l'American Zoetrope, qui a une histoire assez complexe. C'est en fait passé par le passage de la mort, en tout cas de la destruction, de quelque chose qui est en train d'entrer en collision. Mais peut-être aussi ça, c'est l'expression, en fait, ce que dit le personnage assistant qui est joué par Laurence Fishburne, qui dit qu'à un moment, un peuple cesse d'y croire. Mais il cesse de croire en l'art, il cesse de croire en l'art, cesse de croire en l'évolution, cesse de croire à construire quelque chose, à devenir des architectes du monde. Et chez Coppola, il y a toujours une volonté de l'homme de vouloir s'élever au-dessus. Pour lui, en fait, en fait, les humains sont une espèce qui est capable. On est d'accord ou pas avec ce discours, peu importe. C'est pas voilà, mais c'est ça aussi qui est génial parce que c'est toute la philosophie de Coppola, sa manière de penser. Mais voilà, les humains sont capables de prodiges, sont capables de bâtir des choses, mais en même temps, c'est par le passé qu'on construit l'avenir. Et c'est ça qui est fascinant dans cette excursion nocturne. En plus, comme tu le disais justement, So, c'est cette lumière bleutée et en même temps qui est d'un doré pétillant absolument grandiloquent. La photographie, vraiment, elle rayonne de l'écran, quoi. Elle est presque à transpercer l'écran à des moments, quoi. Bah oui, je suis complètement d'accord, ouais, pour le coup. Mais ça, c'est super intéressant pour le coup, parce que notamment cette scène-là, qui je trouvais la meilleure scène du film, où elle le suit en voiture. Tu vois justement cette espèce de, bon, c'est pareil, c'est pas un film subtil, hein, clairement pas. Hein. C'est un film qui a vraiment des gros sabots. Mais ouais, du coup, je suis complètement d'accord avec toi. Notamment, je trouve la scène qui est pour moi la meilleure scène du film, encore une fois, la scène où elle le suit du coup en voiture avec Laurence Fishburne. Mais parce que le film est pas subtil, hein. Vraiment, il y a la ville très sombre avec les fleurs qui illuminent le truc qui symbolise l'espoir évidemment, mais le film est vraiment pas subtil. Enfin, il y a Laurence Fishburne qui fait toute la voix off derrière, qui est parfois un peu lourde, mais voilà, encore une fois, c'est un film qui a beaucoup de défauts, beaucoup de qualités, et donc limite j'ai du mal vraiment à me positionner sur le film. Mais par contre, sur son contraste de couleurs, je trouve vraiment qu'il est magnifique en fait, que ce soit même le bureau de Adam Driver dans ce truc là, où limite les images sont factices en fait. Quand ils rentrent dans le bureau, il y a des espèces d'images dessinées comme ça de la ville, et c'est assez magnifique. Il y a cette première scène où Nathalie Emmanuel rentre dans le bureau d'Adam Driver et se retrouve projetée en fait limite dans ce monde-là, et donc il y a un champ contre champ avec elle qui est projetée dans ce monde-là et lui qui est en dehors et qui la regarde en fait, et il y a une espèce de contemplation. Tout est très brouillon. D'ailleurs, même cette scène-là est pas hyper belle visuellement, hein, quand elle est projetée dans le monde. Tout est hyper brouillon en fait, tout est vraiment très bordélique, mais en fait tout est vraiment fait avec du cœur et en fait est assez magnifique en fait. Et c'est pour ça que ce film est un film vraiment passionnant à analyser en fait. Justement, en fait, oui, l'effet est pas beau, moi, selon nos standards, mais moi, selon nos standards, c'est quoi cette phrase un peu. Selon nos standards, Mais. pardon, désolé, hein, je tiens pour flagder comme immense chef-d'œuvre. J'adore Megalopolis et je trouve magnifique. Oh là là. C'est vrai, t'aimes Flag Day, mais bref, c'est autre chose. Mais non, parce que justement, en fait, je pense que ça doit rayonner, ça doit exploser l'écran, parce que le cinéma, c'est pas juste en fait ce qu'on penserait. Oui, mais l'effet était bien incrusté, tu vois. Non, le cinéma, ça doit être de la folie, ça doit être de Ah mais c'est un voir film des dégénéré, choses hein. ben, c'est un film de fou. Non, mais vraiment, c'est un film de fou. Ce que disait Marco Souza, pour citer son beaux articles dans les cahiers, c'est qu'il disait que Coppola aimerait qu'on soit aussi fou que lui. C'est ça Oui. le vrai prisme du film, c'est qu'il aimerait qu'on soit aussi fou que lui. Il a des visions, des rêves, des obsessions. Et même d'ailleurs, en fait, il y a toujours, et comme on le disait, en fait, le triptyque qui s'assemble,
qui devient la ville, et puis ça rayonne, et puis même le plan final, où ça pète de partout, les lumières de machin, l'incruste, vraiment, elle déborde, parce que c'est le cinéma qui prend le pas, et même d'ailleurs, on disait, en fait, c'est pas subtil, mais je veux pas que le film soit subtil. Mais le film ne doit pas être subtil. Le cinéma, c'est de la folie. Vouloir un cinéma réglé au millimètre près pour confondre chaque incrustation avec le décor, c'est juste de l'art fasciste. On veut de l'art qui rêve. On veut rêver. On veut pas que le cinéma soit des putains de JO. Elle est pas mal, celle-là. Mais c'est parce que sinon, on ressemblera à Franklin Cicero. Sinon. Bah oui. Et surtout, qu'est-ce que le cinéma, selon Coppola, c'est cette scène de mariage. C'est cette scène où, au lieu de faire comme un Michael Cimino, une grande valse qui est certes magistrale, il fragmente tous les arts pour les rendre cinématographiques. Il ne filme pas une course de chevaux et de chars. Il nous livre Bénure. Il ne livre pas de la lutte gréco-romaine. Au niveau du montage, quoi. Il est là pour le spectacle, Coppola. Il est là pour la folie. Oui, et très clairement. Il est là pour vendre une ferme aux enchères, surtout. Mais justement, ce qui est marrant, c'est que moi, pour le coup, c'est vraiment, c'est vrai. Mais il y a justement cette scène qui est intéressante, mais qui mène nulle part. Encore une fois, c'est un peu ça mon défaut avec le film. Mais voilà, je peux pas reprocher ça au film quand après il a des idées aussi généreuses et aussi, en fait, dingues visuellement. Et moi, il y a une scène qui était pas loin de me faire pleurer, enfin, en tout cas, qui m'a beaucoup ému. C'est globalement presque la dernière scène. Moi, j'aime bien aussi le personnage de Talia Shire aussi, dont on n'a pas parlé, qui est la mère de Adam Driver aussi, qui est assez émouvante dans le film. Mais moi, il y a notamment cette scène avec Giancarlo Esposito et sa femme qui dit Look, I'm floating, etc. Et lui qui hésite à la rejoindre et qui lui tend la main, en fait, et qui rejoint ce truc-là. Et pour moi, c'est vraiment Coppola qui accepte de rejoindre la modernité et qui accepte d'évoluer. Parce que on en a eu des réalisateurs qui ont galéré avec le numérique et qui ont galéré, enfin, entre autres avec le numérique, mais qui ont galéré avec le passage de l'an 2000, quand il y a eu des nouveaux réalisateurs. Parce qu'il y a des réalisateurs qui ont accepté d'évoluer justement et de partir avec, enfin pas de partir avec justement, d'évoluer avec, comme Steven Spielberg, comme Martin Scorsese, enfin voilà, qui ont adapté leurs films à l'époque et donc qui ont réussi à transformer leur cinéma. On a eu des réalisateurs qui ont plus galéré justement comme Tim Burton, quoi qu'on pense du dernier Beetlejuice, on est obligé de dire que les années 2000 ça a été un problème par rapport à ça. Que ce soit moi aussi un réalisateur que j'adore, Robert Zemeckis, qui a eu des problèmes aussi avec les années 2000, bien qu'il ait des essais intéressants avec ses films en 3D. Mais en fait, Coppola, il a toujours été très à part et on n'a jamais trop compris si justement il avait embrassé la modernité ou s'il restait justement dans son coin à essayer de faire des expérimentations visuelles. Et pour moi, là, ce film, nous les deux, c'est des expérimentations visuelles où justement les expérimentations visuelles sont interprétées par le personnage d'Adam Driver et en même temps, ce personnage presque beaucoup plus vieux de Giancarlo Esposito qui embrasse la modernité et qui accepte en fait après avoir été réticent, qui accepte justement d'évoluer et ce geste-là pour le coup est vraiment très émouvant. Je suis curieux de savoir ce que vous pensez justement de la conclusion du film, on pourrait penser que le film est une conclusion très sombre, alors qu'au final c'est le strict inverse en fait, et je trouve ça assez beau. En fait, c'est peut-être aussi. C'est pas une conclusion, ouais, parce qu'en fait, il y a autre chose qui continue. Oui, c'est une initiation vers autre chose. Et en fait, Coppola n'a jamais cessé d'expérimenter dans la vie. C'est le cas en fait de L'Homme sans âge, de Tétro et de Twixt. Ce sont des films purement expérimentaux. Il a jamais cessé de faire ça. Même d'ailleurs, ce sont des films qui ont été faits avec très peu de budget en plus. Et même d'ailleurs, c'est marrant parce que Megalopolis, c'est un film aussi quasiment en production indépendante, co-financé par lui-même, là, du coup. Mais il continue, il prolonge ça dans Megalopolis avec des idées complètement folles. Le Stagecraft, quand on a appris qu'il allait filmer avec, c'est qu'est-ce qu'il allait nous en faire. Et là, en fait, on a le résultat sous nos yeux. C'est en fait dépasser cet outil pour dire, mais oui, mais du coup, qu'est-ce que je peux en faire de cet outil-là? C'est tenter des choses qui certes ne collent pas ensemble, des lumières, des machins, des trucs qui vraiment des fois ne collent pas ensemble. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est un laboratoire où Coppola mélange ces choses. C'est justement sa cité des rêves. On sait que en fait, on voit des tours qui ressemblent un peu à des cercles et des fois, et ça part comme ça. Et le mégalon qui est la matière du cinéma et qui est même autre chose, qui est au-delà. En fait, tu peux foutre toutes les technologies du cinéma dans le mégalon. Du coup, ça incarne le cinéma avec un grand C.
Voilà, bonjour pour philosophie de cinéma, bonsoir. Et même ça reprend l'idée des Lumières, le mégalon. C'est ça. Le débat, le mégalon est-il dangereux? Le cinéma est-il dangereux? Mais sa ville est à l'image du film, et c'est ça qui est passionnant, c'est que Mais sa c'est ville, une c'est ville. Disneyland. Mais quand tu vois les décors de la ville et quand tu vois la forme que prend la ville, c'est une ville presque qui n'a pas de sens visuellement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, des fois, qui se marient pas ensemble, qui ont des formes étranges ou quoi. Et le film, c'est la ville. C'est cette espèce d'effet étrange, en fait, qui est presque incompréhensible. Mais quand tu regardes, justement, il y a des éléments qui sont vachement intéressants et des trucs qui sont magnifiques dedans. Et pour le coup, la ville est une vraie métaphore du film, en fait. Et c'est pour moi, en fait, ce qui montre que le film est passionnant. Au-delà, c'est une métaphore du cinéma. C'est une métaphore du cinéma évidemment. parce que les règles n'ont jamais cessé de se contredire. Oui, voilà. Certains ne sont peut-être pas d'accord avec nous, mais en fait, c'est parce que le cinéma n'a jamais cessé de se contredire. Les formes ont été réutilisées, ont été brisées. Même d'ailleurs, même dans Megalopolis, il y a des raccords entre deux plans qui, selon les règles standards du cinéma occidental, ne fonctionnerait pas. Mais Jean-Luc Godard s'est torché avec les règles du cinéma et ça en donne des films d'expérimentation géniale. Et c'est ça le cinéma. Oui, mais il faut le casser. Mais ces raccords qui marchent pas, c'est le nouveau jump cut de À bout de souffle. Voilà. Oui, voilà, faut le dire. Non, mais c'est vrai. Ah oui, effectivement. En faisant cohabiter deux plans filmiques qui ne sont pas faits pour être ensemble, tu crées un nouvel espace de cinéma. Tu crées ce cinéma étendu. Et ça fait 1 heure qu'on enregistre et qu'on n'a toujours pas parlé de cette putain de séquence d'interview. Ah oui, mais c'est vrai, mais vous, bande de privilégiés, vous l'avez vécu plusieurs fois, vous, la séquence d'interview. Moi, parce que faut le dire. J'ai vu qu'une fois le film. Oui, tu l'as vu qu'une fois, mais t'as vécu le truc du mec qui vient dans la salle. Oui, et là, du coup, on va en parler. Moi, je l'ai pas eu, parce que les gens vont le découvrir comme moi, je pense. Parce que c'est le nouveau jump cut pour moi. Parce que les gens vont le découvrir comme moi, je pense, donc dans un cinéma là pendant qu'il sort. Donc il n'y a pas de séquence avec quelqu'un qui rentre dans le truc. Cela dépend des salles où tu vas le voir, mais tu préférais voir en UGC. De quoi? Ah ouais, c'est vrai? Bah oui. Dans d'autres salles, c'est différent. Bah oui. T'as juste pris la mauvaise horaire. Oh là là, non, c'est vrai. Oh, je suis dégoûté. Oui. Ouais, parce que du coup, en fait, et c'est là qu'on disait que c'est un film qui est sans âge, parce que ce procédé revient aux origines, encore une fois, foraines de l'histoire du cinéma, car il y avait une personne qui racontait le film, qui parlait pendant la séance, parce que le cinéma était muet, donc on pouvait parler. C'est après, quand le son est intervenu, qu'il fallait faire silence dans la salle. Et c'est en ça que c'est génial. C'est le bonimenteur, c'est justement en fait la fameuse séquence, c'est la séquence d'interview. Après qu'il y a eu du coup c'est le satellite qui s'est écrasé et que du coup ça a fait plein de fragments et que New Rome commence vraiment à être détruite. D'ailleurs, image magnifique avec la Statue de la Liberté. On sait que Coppola est quand même attaché aux valeurs américaines. La manière dont il filme en plus la Statue de la Liberté, ça rappelle l'intro du Parrain 2 aussi. C'est le rêve américain qui est brisé parce qu'il a voulu toujours y croire. Mais en même temps, c'est un truc qui a toujours été factice aussi. C'est montré dans le Parrain 2 d'ailleurs. En tout cas, les empires se bâtissent différemment que ce qu'on s'imaginait. Et du coup, quand cette interview arrive, c'est-à-dire que là, on brise la frontière et là, on dialogue. C'est dialogue avec un bonimenteur, mais là, du coup, est-ce qu'on dialogue à la fois avec le passé, mais avec le futur? On sait qu'ils voulaient développer une technologie avec Amazon pour que ce soit les spectateurs qui posent la question et que ce soit un deepfake d'Adam Driver qui réponde. Bon, l'idée aurait été bizarroïde, mais ça aurait été génial. Vraiment, j'aurais aimé voir ça. C'est-à-dire que demain, on va dialoguer avec le spectateur. Ça va être peut-être le dépassement du film interactif qui, soyons honnêtes, ne va nulle part. Cette forme de cinéma qui a été développée par Netflix notamment, ça ne va nulle part. Avec c'est jamais utilisé. Comme ça, ouais. Ouais, voilà, mais c'est jamais utilisé. Là, je pense qu'il y a une graine qui est plantée. C'est du jeu vidéo et du cinéma, quoi. Ouais, là, pour le coup, c'est vraiment l'origine foraine parce que c'est quelqu'un qui est dans la salle dès le départ et qui, là, du coup, dialogue directement avec l'écran. Parce qu'il racontait, certes, le film, mais ce qu'il racontait, c'est ce qu'il voyait. C'est ce qu'il avait devant les yeux. C'est ça, un bonimenteur. Il racontait l'histoire, il racontait plein d'autres choses. Et même d'ailleurs, en fait, peut-être même que Coppola, ça lui a peut-être germé à un moment de faire un orchestre directement dans la salle. Parce que les musiques étaient jouées pendant la séance. Peut-être que ça lui a germé dans l'esprit. Hein. Et ça aurait été génial, d'ailleurs. Je pense. Mais écoute, attends, c'est juste pour rebondir là-dessus, du coup, justement. Déjà, j'aimerais finir sur une petite note comique. C'est merci à Jason Schwartzman et Dustin Hoffman d'avoir passé une tête à peu près 2 minutes dans le film. Je crois vraiment qu'ils ont genre 2 dialogues, un truc comme ça. Mais ils ont quelques dialogues. Après, j'ai eu la chance de le voir
autre chose, parce que de mémoire, c'est Jason Schwartzman qui montait sur scène à Cannes. Ah oui, c'est ça, c'est lui qui a interviewé. Mais c'est ça qui est bizarre, c'est que du coup, il était comme en son personnage de Megalopolis ou pas, du coup? Bah, apparemment, c'est une séance de 8 heures où il y était. Je ne sais pas si c'est celui qui est monté, du coup, pour le gala. Ah oui, d'accord, ok, donc on sait pas. Bah, Mais c'est ça aussi qui est. Ouais. Non, GG vas-y. à Jason Schwartzman de s'être levé à 8 heures du matin, en tout cas pour ça. Mais c'est ça aussi qui est génial aussi, parce que tu disais, oui, le personnage de Laurence Fishburne, mais c'est aussi ce personnage, il a qu'un scribe aussi. Il Ah, raconte c'est le l'histoire conteur, bien du sûr. coup Ouais. dans le film. C'est la Et fable, c'est la après, fable. ah ben c'est une fable, c'est complètement une fable. Donc c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est qui est une histoire qui est voilà, c'est la chute d'une civilisation, c'est la trahison, c'est machin. En fait, ce sont les histoires millénaires. Moi, les histoires ce sont parmi les débuts des origines des histoires. Les fables, on en écrit depuis je sais pas combien de temps. C'est en ça que c'est génial. Du coup, moi, je savais que c'était Schwartzman qui était venu à 8 heures, mais et même que du coup, en fait, ça aurait été en fait le truc parfait, c'est que tous les cinémas s'investissent pour que du coup, ce soit. Imagine par exemple, c'est quelqu'un qui fait la caisse qui pose la question. Imagine, Oui, bien sûr. imagine le truc. C'est le dialogue entre ceux qui avant la projection s'occupent du spectateur et qui après proposent le dialogue avec le film. Moi, je trouve l'idée absolument géniale. Et même d'ailleurs, en plus, la fin est presque un regard caméra au spectateur. Moi, je trouve ça extraordinaire. Non, Non, mais c'est c'est formidable. absolument fascinant. Hein. Mais à la fin, oui, mais à la fin, quand Sonny Hope Junior, parce que, oublions pas que ce qui est fort aussi avec ce film, c'est que le futur est décidé par le passé. Soit c'est un homme, on l'appellera Francis, parce que c'est Coppola qui crée le film. J'y ai pensé aussi, Soit bien c'est sûr, Sonny évidemment. Hope, parce que c'est le nom de la femme morte d'Adam Driver. Et de regarder ça, Sonny Hope, c'est l'espoir final. Et l'espoir Oui, final et qui qui est lié à regarde le Coppola. spectateur. Et en regardant l'écran, le spectateur arrête le temps avec Sonny Hope. Ou alors c'est peut-être le spectateur qui a arrêté le temps, on ne sait pas. Mais effectivement, ouais. Mais écoute, est-ce que Comme vous le dit voulez rajouter Coppola en un truc parce Monson, que... l'humain est un génie, et l'humain est un génie en finissant Megalopolis. Comme Ouais, Megalopolis écoute, est moi fini au cinéma. je vais juste conclure avant de donner mon avis final du coup pour conclure. J'aimerais juste conclure sur une phrase exceptionnelle qu'a dit Robert De Niro en voyant le film ce lundi. Il est allé voir le film et il a dit dans l'avant-première, il a dit Trump ne pourrait jamais réaliser ce film et c'est très vrai. Voilà, c'est Parce que Robert De Trump, Niro. c'est Shia LaBeouf qui fait Ouais, c'est Shia LaBeouf. pendant 2 heures. Et aussi parce que globalement, la haine que Robert De Niro, qui est justifiée, hein, mais contre Donald Trump devrait être étudiée un jour. Mais voilà. Écoutez, je vous laisse conclure tous les deux avec une petite phrase sur ce que vous avez pensé du film, et après je conclurai et on finira l'épisode. Je vais retourner la phrase que dit Laurence Fishburne dans le film. Justement, il ne faut jamais cesser d'y croire. Voilà. Parce que je trouve que c'est la plus belle phrase du film. Elle est belle, mais en même temps, elle est très triste. C'est-à-dire, à la création. Il faut toujours créer les gens. C'est important. Écoute, Joe, à toi, qu'est-ce que tu as En à dire au final? arrêtant le temps, Megalopolis crée son espace filmique, crée son espace-temps, potentiellement l'expérience la plus grande qu'on aura cette décennie. Et surtout, oui, il crée les géants surtout. Et n'oubliez pas d'aller le voir. C'est un film qui, comme le réalisateur le dit, vous pourrez rire avec lui, rire de lui, pleurer avec Ouais, lui. c'est vrai. Mais surtout, vous vivrez Megalopolis et c'est un film qui se vit. Et si vous ne l'aimez pas, vous n'êtes pas cinéphile. Mais ce n'est pas grave. Non, tu peux pas dire ça, justement. Parce que moi, c'est justement ce que j'allais dire, c'est que... Ressentir Megalopolis, quoi qu'il arrive, vous ressentirez une expérience différente. Ne rien bien sentir sûr. sur Megalopolis, vous ne pourriez pas. Mais bien sûr, et par contre, il y a un truc sur lequel j'aimerais me pencher, c'est que j'ai dit beaucoup de bien du film globalement à y penser sur le film là, mais je pourrais mettre 4,5 au film comme je pourrais mettre 3 voire 2,5 parce que c'est un film qui est vraiment pas parfait, qui a d'énormes défauts que ce soit de construction de récit, de personnages ou autre. Mais en fait, c'est un film qui est tellement dense, qui est tellement généreux en fait, qui propose tellement de choses et qui se retrouve dans un paysage en fait qui ne lui ressemble tellement pas que c'est un film qu'on n'a jamais vu avant en fait. Et c'est un film qui est presque révolutionnaire malgré son statut de film malade. C'est le plus grand chef-d'œuvre des films malades. Voilà, en fait, c'est ça qui est dingue. Et c'est pour ça que c'est un film spécial. Et c'est pour ça que vraiment, moi, c'est un film que je salue.
malgré le fait que je pense qu'il ne sera ni dans mes flops ni dans mes tops de fin d'année, parce que je pense que je lui mettrai même pas de note en fait, tellement je suis perdu, en tout cas pour l'instant. Mais voilà, je trouve que c'est un grand film, c'est un film qui va marquer, je pense, parce que c'est un film qui va diviser. Donc allez voir le film, parce que je le dis, je vais être honnête avec les gens, il y a 50% de chances que vous détestiez le film, il y a 50% de chances que vous l'adoriez, ou alors vous allez vous retrouver pile au milieu comme moi. Mais en fait, c'est un film qui, pour le coup, j'allais dire, ça fait réfléchir, putain. Non, c'est un film qui fait réagir, en fait. C'est un film qui va vous provoquer des émotions, en fait, et qui va vous faire fuser, en fait. Et c'est ça qui fait que c'est un grand film, et que c'est un des grands films de cette année. C'est peut-être un des films les moins maîtrisés de cette année, et en même temps, un des plus grands, en fait. Et c'est ça qui est paradoxal. Donc, allez voir Megalopolis, dites-nous ce que vous en pensez. Merci beaucoup, en tout cas. Et bah, écoutez, je vais transitionner sur mon outro. C'est que merci à mes deux chroniqueurs autour de la table. Merci Joe. Mais il n'y a pas de quoi. Bah écoute, et merci Adam, et joyeux anniversaire, parce qu'on enregistre ça le jour de ton anniversaire. Merci. Je l'ai pas y échappé. Mais joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. On va pas chanter. On va pas chanter, non. Mais non, mais voilà, c'est un plaisir pour parler de ce beau film, raté. Et en même temps, oui, c'est ça, parfait. Mais écoute, et joyeux anniversaire, et merci d'avoir démarré cette aventure avec moi il y a plus d'1 an déjà. Ça passe vite. oui. Mais écoutez, et merci beaucoup à vous de nous suivre, ça fait très plaisir. Moi, ça m'a beaucoup plu de tourner cet épisode. On dit rarement notre avis sur les épisodes, mais je trouve que c'est un épisode dont je suis assez fier. Donc voilà, et n'hésitez pas à nous donner votre avis sur Megalopolis pour le coup, parce que c'est un film qui va être extrêmement divisé, et on a hâte d'avoir vos avis. Donc dites-le nous en commentaire, on répondra à la plupart et on lit tous vos commentaires. Voilà, donc rassurez-vous et n'hésitez pas à nous donner votre réaction, n'hésitez pas à partager évidemment si ça vous a plu. Et écoutez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit Joker 2, que ce soit le robot sauvage. On a beaucoup de sorties avec la rentrée. Mais en attendant, on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Salut. Ciao.